balado qui a été enregistré ici d'ailleurs dans les studios de CKIA parce qu'on offre ce service-là. Il y a un balado intitulé Transport mal adapté qui a été fait ici. Je veux saluer Jacques Ferland qui a été à la production ici à CKIA. Mais sinon, c'est Laurence Simard-Gagnon et Marie-Ève Carrier-Moisan qui ont entre autres travaillé sur ce balado. C'est un plaisir de pouvoir jaser avec Laurence Simard-Gagnon. Ce matin, elle est professeure régulière au département de psychologie et travail social à l'UQAR, campus Lévis. Bonjour, Mme Simard-Gagnon. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Merci de m'accueillir. Merci tellement de prendre le temps de jaser parce qu'évidemment, le transport collectif, le transport adapté, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur ici. Puis on sait à quel point ça peut être compliqué. D'emblée, où est venue l'idée de se dire « Hey, il faudrait qu'on fasse un balado sur le transport scolaire ». Ça part de où cette idée-là? En fait, nous, moi et Marie-Ève, avec qui finalement je porte le projet de recherche sur le transport scolaire adapté depuis plusieurs années, l'idée de base, c'était de s'intéresser en fait à tout ce qui entrave l'accès à l'école des élèves, notamment neurodivergents, neurodivergentes, mais les élèves qu'on dit, là, la catégorie administrative là, des centres de services scolaires, c'est handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Donc, tout ce qui... On sait en ce moment, il y a vraiment une crise autour de la scolarisation de ces élèves-là. Tu sais, on voit des données là, sur les bris de service et tout ça. Et nous, tu sais, puis, de par notre expérience aussi personnelle, on savait qu'il y avait quelque chose aussi autour du transport scolaire adapté, que c'était un des éléments qui contribuait à fragiliser l'accès à l'école. Et c'est quelque chose dont personne ne parle. C'est un peu une boîte noire. Puis c'est ça que le balado, finalement, vient un peu déballer, cette boîte noire-là. Pourquoi on n'en parle pas et pourquoi c'est si mal adapté que ça? Finalement, c'est autour vraiment de cette structure de gestion-là qui, finalement, traite le transport scolaire adapté comme quelque chose de complètement séparé de l'école, de complètement parallèle. Donc, ça fait pas partie de comment est-ce qu'on perçoit l'expérience scolaire, alors que, du point de vue des parents, des élèves, puis de pas mal tout le monde impliqué dans le transport scolaire, c'est quand même quelque chose qui est un élément important, souvent très frustrant, même voire un véritable obstacle là, au quotidien là, dans l'expérience scolaire. Donc, c'était un peu de remettre ce sujet-là qui est finalement en arrière-plan, qui reste dans l'ombre, même si il nuit au quotidien, plus à l'avant-plan pour aller un petit peu le décortiquer. Et quand on parle de transport scolaire adapté, d'élèves neurodivergents ou divergentes, souvent, ce qu'il ne faut pas négliger pour être moi-même papa d'une petite fille handicapée non-verbale, c'est là le point important, c'est que dans ce temps-là, ils ne peuvent pas te le dire ce qui s'est passé dans l'autobus. Puis tu sais, on a eu certaines histoires sorties dans les médias, je pense que c'était l'été dernier, d'histoires d'enfants oubliés, de ci, de ça. Donc, faut pas sous-estimer non plus l'espèce de charge mentale et émotionnelle d'un parent de faire confiance à quelqu'un et de laisser son enfant neurodivergente ou divergente dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui est comme inquantifiable, mais qui est majeur dans l'expérience globale, j'ai l'impression. Ben tout à fait. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'un petit peu absurde dans la façon, comme je disais, dont on traite le transport scolaire adapté, où est-ce que pour les enfants HDA, d'autant plus les enfants qui ont des profils là, vraiment différents ou spécifiques, comme là, tu me parles de ta fille, il va avoir tout un plan adapté autour de l'école, tu sais, puis après ça, on peut dire, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant, tu sais, bien sûr, là, on n'est pas en train de dire que tout ce qui se passe à l'école, c'est parfait, mais il y a toute une équipe, c'est réfléchi en concertation, il y a des plans d'intervention, des fois, il y a même des plans qui impliquent finalement des acteurs, actrices externes, des CIUS, de l'IRDPQ, tu sais, de d'autres institutions, alors que le transport, c'est comme si ça rentre pas dans cette planification-là. Donc, autant à l'école, on va mettre des efforts, puis on va penser à, OK, qu'est-ce qui a besoin d'être fait finalement pour adapter aux besoins, au profil de l'enfant, découlant notamment de la politique d'adaptation scolaire, que le transport scolaire, comme ça ne
c'est pas touché, en fait, par cette politique-là. C'est comme une espèce de non-lieu, dans le fond, où est-ce que, finalement, soit, tu sais, on te met en autobus jaune. Si on se rend compte, bon, l'autobus jaune, ça marche pas, ben, on s'envoie dans un transport adapté, c'est-à-dire une berline, mais qui est pas la seule adaptation, en fait, c'est que t'es pas dans le bus jaune. C'est ça, l'adaptation. Mais il sera pas plus adapté à, justement, ton mode de fonctionnement, ton profil, tout ça. Puis à travers les épisodes, ben, ce qu'on décline un peu, c'est d'une part le fait que les chauffeurs-chauffeuses ne sont absolument pas outillés pour faire face, finalement, à tous les profils, tous les besoins des élèves. D'une part, parce que, tu sais, ils conduisent dans le trafic, on s'entend. Ils n'ont pas d'informations sur les élèves. Ils sont pas formés pour intervenir. Puis, tu sais, quand même qui seraient formés pour intervenir, je veux dire, quand tu en as 5-6 dans l'autobus, mais dans ta berline, qu'est-ce que tu veux faire? Au risque de me répéter, tu es dans le trafic, tu es sur l'autoroute, tu peux pas nécessairement arrêter. Et les outils qu'on va leur donner, ce sont des outils qui sont des adaptations, pas des adaptations, mais des outils qui viennent directement du transport régulier, comme par exemple, ben, donner des avis de manquement. Mais tu sais, toi, tu parles de ta fille, bon, qui est non-verbale. Hey, donne un avis de manquement. Mettons, si elle enlève là-dessus de son ami à côté, ça va-tu donner quelque chose? À part toi, te dire, ben, après 3 avis, l'enfant est retiré du transport. Et encore une fois, fragiliser l'accès au transport. Tu sais, c'est pas des modes qui sont adaptés du tout, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça le cœur de ce qu'on vient mettre en lumière dans ce balado-là, finalement. Laurence Simard-Gagnon est professeure régulière au département de psychosociologie et travail social à l'UQAR. Donc, dans ce balado, transport mal adapté, on comprend que donc les enfants sont comme épaulés, soutenus à la maison, à l'école, à l'IRDPQ, mais pas entre ces endroits-là. C'est un petit peu ça la problématique qu'on comprend. Qu'est-ce que vous suggérez comme solution? Est-ce que ce serait d'avoir des personnes accompagnatrices? Quelque chose comme ça? Bien, ça peut être ça. En fait, nous, ce qu'on suggère, c'est premièrement de considérer le transport comme un lieu qui fait partie finalement de l'offre éducative à part entière. Mm-hmm. Et ce qu'on suggère aussi, c'est en fait, nous, on voulait vraiment s'inscrire dans une approche solidaire envers les personnes qui finalement sont les plus abandonnées dans cette histoire-là, c'est-à-dire les élèves, leurs parents, les chauffeurs-chauffeuses aussi, et le personnel scolaire, finalement, de première ligne qui doit gérer avec les problèmes de transport. Donc, tu sais, pour nous, puis ça va avec le transport, ce balado-là, je l'ai pas mentionné tantôt, mais on est membre, moi et Marie-Ève, les deux, du Comité pour le droit à la scolarisation, de la Ligue des droits et libertés, section Québec. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette mouvance-là de droits économiques, sociaux, culturels. Et une des choses qu'on apprend dans quand on s'intéresse à ce paradigme-là, c'est cette idée-là que tu peux pas revendiquer pour les droits des uns sans revendiquer pour les droits des autres. Ça marche pas. Les droits sont interreliés, interdépendants, indissociables. Donc, on peut pas s'attendre à avoir un meilleur service, mieux adapté de transport scolaire sans avoir des meilleures conditions de travail, des conditions de travail justes et raisonnables pour les chauffeurs-chauffeuses. Et ça implique investir dans ce service-là qui, en ce moment, n'a pas de cadre réglementaire très clair. Et donc, il n'y a pas de seuil minimal de service. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est on a besoin d'investir dans ce service-là. On a besoin de, par exemple, réduire le nombre d'élèves par berline. On a besoin de réduire la longueur des trajets aussi. On a besoin de mieux outiller les chauffeurs-chauffeuses, de mieux reconnaître leur travail, de mieux les rémunérer, parce que c'est des travailleurs-travailleuses souvent au salaire minimum à heure coupée, donc ils vivent dans une situation de pauvreté. Et on a besoin, comme tu dis, ça peut être dépendamment de la situation, de mettre des ressources d'éducation spécialisée dans les transports, de s'assurer que le transport il est véritablement adapté comme l'ensemble, finalement, de l'offre scolaire. C'est tellement des belles solutions et des enjeux qui sont importants. Malheureusement, j'ai l'impression que ça demeure anecdotique, entre guillemets, en termes de proportion de population, de sorte que ce soit dans la dernière campagne municipale ou dans la provinciale qui s'aligne, malheureusement, je pense pas que ce soit le sujet de l'heure, le transport adapté, et pourtant, ça le devrait. Avez-vous espoir quand même que d'une manière ou d'une autre, ça puisse devenir réellement, dans le débat public, quelque chose d'important? Ben moi, je pense que
c'est une préoccupation qui est portée par beaucoup de groupes déjà là, de défense de droits, comme par exemple la Fédération québécoise de l'autisme ou la Société québécoise de déficience intellectuelle. Donc, tu sais, les groupes qui travaillent justement auprès des élèves touchés, de leur famille. La Fédération des comités de parents du Québec s'intéresse beaucoup à la question de transport parce que, pour vrai, ça touche beaucoup de gens, ces problèmes de transport-là. C'est juste que c'est pas porté, ça n'a pas été collectivisé comme problème. Donc, nous, tu sais, le balado, s'inscrit évidemment c'est pas ce balado-là qui va changer la situation du jour au lendemain, on s'entend, mais ça s'inscrit dans une démarche de mettre ce problème-là de l'avant et de créer une genre de justement conscience collective autour de ça. C'est un bon moment, entre guillemets, c'est un très mauvais moment en politique provinciale, on s'entend tout le monde là-dessus, mais c'est un bon moment dans le sens qu'il y a une prise de conscience collective large autour de l'école en ce moment, à quel point, et je trouve que les discours sont plus solidaires qu'ils l'étaient avant par rapport à qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des écoles en mauvais état, qu'est-ce que ça veut dire de manquer de personnel scolaire, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des mauvaises conditions par rapport aux conditions de scolarisation aussi de tous les élèves. Parce que oui, bien sûr, tu sais, on peut se dire, les élèves handicapés, tu sais, c'est, je sais pas moi, 5-7% des élèves. Oui, mais après ça, tu sais, des 5-7%, si on commence à abandonner un 5-7% par-ci, un 5-7% par-là, il restera plus grand monde au bout du compte, tu sais. Puis de dire, l'idée de l'école publique, à la base, c'est que elle soit accessible, elle soit ouverte, elle soit inclusive à tous et toutes. Peu importe l'appartenance, encore une fois, à des catégories protégées dans la charte. Donc, le handicap, que ce soit la racisation, que ce soit la situation sociale, que ce soit l'orientation sexuelle. Donc, tu sais, il n'y a pas d'économie à faire sur le dos d'élèves handicapés parce que ça représente un petit pourcentage. Ah, je suis tellement d'accord. Et puis, j'ai hâte d'aller écouter ça. Ma fille va entrer justement à l'école. Elle va avoir 5 ans. Donc, l'année prochaine, ça va faire partie de notre réalité. J'ai très hâte d'aller écouter ça. Laurence Simard-Gagnon, si d'autres personnes voudraient aller écouter, là, peut-être les détails, on retrouve ça où? Il y a combien d'épisodes? Là, ça ressemble à quoi, grosso modo? Il y a 4 épisodes. Et en fait, je voulais en profiter pour souligner là, tu sais, on disait que c'est un balado qui s'inscrit en solidarité, mais on a eu énormément de solidarité en faisant ce balado-là. Là, tu as parlé tantôt de Jacques qui a été extrêmement patient dans tout son travail d'accompagnement à Sequoia, mais aussi, tu sais, il y a 12 acteurs, actrices qui ont participé à ce balado-là, parce que dans le fond, c'est pas des entretiens, c'est vraiment, on va raconter l'histoire à partir des mots de chauffeurs-chauffeuses, d'enseignants-enseignantes, de professionnels au CIUS, de direction d'école, de direction de propriétaires de compagnies de transport, de régisseurs, régisseuses au centre de service scolaire. Donc, tu sais, il y a vraiment toutes sortes de voix qui transparaissent dans le balado-là. Ça fait, donc, tu sais, je veux juste remercier encore une fois là, tout le monde qui a participé. C'était vraiment incroyable. Ça fait 4 épisodes d'environ une demi-heure chacun. Et, tu sais, sont vraiment séparés par thème. Ils sont sur le SoundCloud de Sequoia. On les a aussi, sont sur toutes les plateformes, là, donc Spotify, sont sur assurément Podcast, Balado Québec, c'est toutes les plateformes qu'on peut trouver. C'est pas moi qui ai fait ça parce que clairement je me rappelle même pas les noms des plateformes là, mais elles sont très faciles à trouver. Puis il y a aussi un petit une petite mini page là qu'on pourrait dont je pourrais te donner le lien si vous voulez le partager là. C'est très facile à trouver là. Bon, on invite les gens, de toute façon, juste en écrivant transport mal, entre parenthèses, adapté. Vous allez pouvoir le trouver très, très facilement. Laurence Simard-Gagnon est professeure régulière au département de psychosociologie et travail social de l'UQAR, campus Lévis. Merci d'avoir pris le temps, ce matin, mais aussi pour créer ce balado-là, parce qu'évidemment, c'est un gros travail. Au début, c'est une bonne idée. T'es comme, on pourrait faire un balado. Puis tout à coup, tu te rends compte du travail, effectivement, que ça représente et de l'avoir fait. Je pense que collectivement, on en bénéficie tous. Donc, un gros merci à vous, mais tous ceux et celles qui ont travaillé là-dessus aussi, pour inviter les gens à aller l'écouter en grand nombre. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Pour vrai, ça me fait vraiment plaisir de venir en parler. C'est un plaisir partagé. Bonne journée, bye-bye. Bonne journée, bye. 8h15.